mesdames et messieurs, dans Politica. Politica, c'est votre émission qui se veut hebdomadaire pour parler de politique, d'art, d'actualité culturelle, politique, économique et sociale, spécialement en Afrique et généralement à travers le monde. Aujourd'hui, Politica, pour traiter de deux sujets d'actualité qui se veulent vraiment brûlants, nous avons invité pour vous une personne spéciale, Monsieur Stéphane Gomez, consultant en stratégie de communication et marketing, président des Béninois de Montpellier. Il est connecté à ces deux sujets qu'on aura choisi. Monsieur Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diguet. Merci de m'avoir invité à cette émission. Et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse et pour informer les gens sur l'actualité. Alors, je pense que je ne vais pas dire grand-chose parce que vous m'avez déjà assez introduit. Comme vous l'avez souligné, je suis en France, à Montpellier. Je suis le président de l'association des Béninois, mais je suis consultant également en stratégie de communication et marketing. Et actuellement, je suis chef d'entreprise ici à Montpellier dans une boîte j'ai une boîte qui fait dans le bâtiment. Donc, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est actualité, comme tu as pu le souligner. Après, je ne dirais pas que je suis spécial. Je ne pense pas. Je ne dirais pas que je suis spécial. Mais je suis très curieux. J'aime apprendre, j'aime connaître. Et comme je te l'avais dit, pour moi, la vie, c'est un apprentissage. Donc voilà, donc merci bien à toi et j'espère qu'on aura le temps de pouvoir en discuter un peu plus. C'est nous qui vous remercions d'avoir libéré un peu de temps pour discuter avec nous et de deux sujets. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier thème qui va parler principalement de l'économie, du franc CFA. Alors, le 20 dernier, le Conseil des ministres français a pris une décision qui entérine l'existence du franc CFA, fondé par la fin des colonies françaises d'Afrique. Et la première question que moi, j'aurais là tout de suite, M. Stéphane, c'est que vous inspire le franc CFA? Bon, le franc CFA, si éventuellement on doit se baser sur les différentes histoires ou les différentes définitions qu'on a des économistes qu'on connaît, comme le professeur Abou ou comme d'autres, on pourrait éventuellement dire que le CFA est un moyen de servitude volontaire qui, euh, qui, qui joint deux personnes, c'est-à-dire qui joint le consentement des États africains et une certaine domination du côté européen. Parce qu'il ne faut pas oublier que le contexte dans lequel il a été fait ne permettait pas forcément aux pays africains de pouvoir avoir une certaine, comment on va dire, une certaine indépendance financière. C'est-à-dire qu'ils étaient sous tutelle et donc financièrement, la France, en voulant garder son monopole au niveau de ces États-là, a jugé bon de le faire via l'économie. Après, c'est un très bon moyen parce que c'est quelque chose qui reste sur la durée. Donc voilà, donc le CFA pour moi, ça reste une monnaie. On l'a tous connu et on l'a utilisé. Je pense que tu dois en avoir aussi avec toi. Et cette monnaie, c'est toujours utilisée dans notre quotidien. On espère qu'avec ce qui se passe actuellement, ça ne sera pas que de nom. Parce que dans nos États, on arrive à comprendre que d'aller vraiment dans cette souveraineté ou dans cette, comment on appelle ça déjà, on nous a souvent dit atrophier parce que les productions qu'on a en interne ne permettent pas ou ne favorisent pas une exportation massive. Et que cela est dû surtout à la devise euro qui est trop élevée par rapport à nos États ou à nos économies. Donc, voilà. Donc, c'était un problème majeur qui, moi, personnellement,
on m'a souvent dit à l'école et que progressivement j'ai compris davantage en, parce que bon voilà, nous on va essayer de Ça, donc voilà, donc en gros ce sont les deux problèmes majeurs à mettre sur pied. Donc maintenant pour revenir sur le problème du bilan dont tu parlais, parce qu'après 60 ans, 75 ans, il est important de faire un bilan et je pense que c'est ce que tu dis, c'est ce que tu réclames. Mais moi personnellement, je ne demanderai pas le bilan à la France parce que si on considère que la France elle reste une garante de cette monnaie-là, si on considère cela, parce que c'est ce qui est considéré, que la France est garante de cette monnaie-là, elle n'interfère pas dans sa gestion, c'est une monnaie qui est pour les Africains. Donc, du coup, si cette monnaie-là est pour nous, c'est à nous de faire le bilan. Ouais. Est-ce que nous a permis de pouvoir nous développer et de permettre à nos populations de pouvoir avoir un meilleur cadre de vie, de pouvoir d'avoir un bon pouvoir d'achat et de pouvoir aussi être compétitif sur le marché international. Donc, je pense que ce bilan-là, on doit le réclamer à nos chefs d'État. Donc voilà. Donc, moi, je n'ai pas eu vent d'un bilan, d'un quelconque bilan où on en a parlé. La preuve est que je l'ai vu comme toi aussi en décembre passé. Notre ministre allait en Côte d'Ivoire et signer avec le ministre des Finances français un document par rapport à cette question de CFA-là. Donc, je ne pense pas que ça a été discuté, à moins que je n'ai pas eu l'information, que ça a été discuté au niveau de l'Assemblée ou que ça a été discuté au niveau euh, sur le terrain politique ou dans les médias. Je n'en ai pas forcément entendu parler, à part les activistes habituels qui en ont parlé, qui ont fait savoir le problème sur les différents forums. Donc voilà, donc en quelque sorte, c'est un peu ça. oui, mais en décembre dernier, genre, je pense que c'était le 24 décembre, C'est ça, oui. si je me souviens bien, Monsieur Macron, pendant qu'il était en visite officielle en France et en Côte d'Ivoire, en France, bien sûr, a voilà, genre, le franc CFA allait prendre fin et donner naissance à l'écho. Alors, quand on retourne un peu plus en arrière, un an plus tôt, nous avions l'un des ardents défenseurs, ou je dirais, parce que le CFA n'existant plus, je dirais ancien ardent défenseur du franc CFA depuis le palier qu'on appelle de l'Élysée, a presque, moi c'est ma lecture de la chose, menacé les Africains de la zone UEMOA de ne plus se prononcer sur la question du franc CFA parce qu'il estimait que c'est la meilleure monnaie qu'on aurait pu avoir en ce temps, parce qu'il estimait qu'en tant que grand économiste et ayant participé au développement économique de plusieurs pays, que voilà, il connaissait mieux que quiconque les contours techniques du CFA. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un an plus tard, exactement un an plus tard, c'était comme un anniversaire de cette déclaration, que voilà, ce soit sur le territoire ivoirien encore, sous la présidence, sous la supervision générale de M. Alassane Draman Ouattara, que ce franc CFA-là connaisse encore le prologue de son enterrement. Alors, En l'espace d'un an. je, Oui, vas-y. alors, donc je disais, ce qui peut éventuellement expliquer cela, parce que c'est une petite lecture que j'ai pu faire, hein. Ce qui peut éventuellement expliquer cela, c'est la politique du président de la République, et surtout de sa jeunesse. Et
il est connu de tout le monde qu'actuellement, il y a un gros coup médiatique sur la question du CFA qui fait qui a fait beaucoup de remous et qui a fait que beaucoup de personnes en ont parlé, même ici en France, dans certaines radios, où il y a eu des manifestations au niveau de la Chamalière, là où le CFA est fabriqué, où plusieurs personnes sont allées manifester sur place. Et là, quand tu regardes un peu la politique du président de la République, Emmanuel Macron, vis-à-vis de l'Afrique, il y a ce qui inclut ce travail-là soit bien déterminé et soit explicite. Parce qu'il n'est pas interdit de vouloir collaborer avec les pays d'Afrique et surtout avec sa jeunesse. Mais il faut que ce soit dans de bonnes conditions et ce soit fait aussi de manière claire et précise. Donc, je pense que c'est cela qui a plus poussé le gouvernement français à accentuer ce changement de nom-là. Ça, c'est la première lecture. Ma deuxième lecture peut être aussi l'envie ou un coup de nez à la CEDEAO qui, qu'on le sait tous, allait, puisqu'elle travaillait à ce que tous les pays qui, qui, euh, qui sont en Afrique, qui la contiennent, qui sont au sein de la puissent converger vers l'éco et faire en sorte qu'on puisse avoir une monnaie commune. Donc voilà, donc c'était aussi un moyen pour la France de ne pas perdre directement son monopole financier ou son monopole qui sont eux aussi inclus dans la CEDEAO. Donc voilà, donc en quelque sorte, c'est un peu ça qui peuvent éventuellement expliquer ce changement de manière de procéder. Après, il y a une chose qui est à noter, qui est très importante, c'est de voir que c'est la politique de la France qui fait nos nations et qui fait la manière de danser de nos présidents. Parce que autant le président Alassane Ouattara a pu s'exprimer sur la question du CFA à la sortie de l'Élysée, où il a été assez virulent sur la question, et autant il n'a pas eu de difficulté à changer et à accepter des choses dès lors, il n'y a pas longtemps, qui reniaient. Comme par exemple la présence de la France au sein des institutions du CFA ou qui avait un pouvoir de décision et tout ça. C'est des choses qui étaient niées auparavant, mais qui facilement ont été acceptées jusqu'au point même de vouloir les changer. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est ce qui est à noter surtout, c'est ce changement, cette facilité de nos présidents à, à changer à changer de manière de faire par rapport à la politique française. Donc ça, c'est un point important à noter, c'est ce que je voulais relever. Oui, cela se comprend mieux. Euh, Alors, déjà, nous sommes, pour revenir maintenant à la nouvelle monnaie, on va, voilà, à l'écho. On est toujours avec ces facettes, mais on va faire escale en écho. Nous sommes en décembre, l'écho est annoncé pour juillet 2020. Euh, Début 2020, nous avons une pandémie mondiale qui pratiquement bloque toutes les économies. Et moi, personnellement, avant le 20 mai, je me posais souvent la question tout seul, comme souvent quand je réfléchissais ou quand j'étais en train de faire mes petites recherches. Mais alors, l'écho, c'est toujours pour juillet ou pas? J'ai failli poser la question plusieurs fois. J'ai failli même écrire une chronique là-dessus. L'écho, c'est toujours pour juillet ou pas? Je me posais la question parce que les États africains, visiblement, bon, n'ont, soit ils n'ont communiqué sur rien de cela, soit jusque-là, ils n'ont pas encore pris les pas et choisi les conditions, les caractéristiques propres à l'écho qu'on attend tous pour juillet. Et disons que là, on est fin mai, et donc juillet, c'est dans pas long. Et nous voilà que, surprise, malgré que nous sommes en pandémie mondiale, l'écho
soit acté par la France, qui, malgré aussi qu'elle vit une pandémie mondiale, a eu le temps d'étudier, qu'on appelle les paramètres pour laisser le franc CFA, d'étudier les nouvelles conditions et d'être la première à acter, parce que avant on avait dit que le franc CFA, ce n'était pas pour eux, parce qu'il n'y avait pas de preuves palpables et tout. Aujourd'hui, personnellement, c'est ma lecture juridiquement, on peut dire que l'écho qui n'est pas encore né est à la France. Parce que c'est la France, si on lit le rapport du Conseil des ministres et tout, c'est la France qui a dit désormais le franc CFA peut s'arrêter et la nouvelle monnaie que les pays qui utilisaient le franc CFA vont créer devra s'appeler l'éco. Ils ne nous ont pas laissé le choix de voir si on peut toujours changer de nom en dernière minute. Ils ne nous ont pas laissé le temps, la chance de dire, ben finalement, on veut bien telle autre chose et telle autre chose en plus. Non. La décision que moi j'ai lue quand même de A à Z, elle laisse libre cours à la France de choisir le nom et ainsi juridiquement de pouvoir dire encore dans 50 ans ou dans 20 ans, l'éco, c'est aussi notre monnaie. Est-ce que c'est une bonne lecture que je fais jusque-là selon toi, ou je me trompe, ou si c'est la lecture telle qu'elle, cela est-il normal? Peut-on continuer à dire que l'éco qui va naître est une monnaie africaine ou c'est un autre CFA bis ou il va falloir que les pays africains s'asseyent sérieusement, ou enfin les pays de la zone UEMOA s'asseyent sérieusement et repensent l'éco comme il faudrait. À toi, monsieur. Alors, je vais essayer de résumer un peu tout ce que tu as dit. En fait, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de ce que j'aimerais bien savoir ce que pense le Nigeria. Parce que quand il y a eu l'annonce de la fin du CFA, qui a été faite le 24 décembre en Côte d'Ivoire, on a vu plusieurs réactions qui ont fait la une des journaux, sur Facebook et un peu partout, qui parlaient de certains pays qui ne donnaient pas forcément leur aval par rapport à cette question-là, surtout concernant concernant le nom ECO qui a été pris. Je ne sais pas si tu as pu voir le projet de loi concernant l'entérinement du CFA que la France a fait et qu'elle a envoyé dans le projet de loi. Tu comprends facilement qu'elle elle a parlé plusieurs fois de la CEDEAO dans ce projet de loi-là, et elle justifiait ce changement de nom à l'ECO par une facilité qui serait donnée à ces pays de l'UEMOA pour pouvoir faire leur entrée dans la CEDEAO, tu vois. Parce que, étant donné que la CEDEAO a choisi comme nom ECO, elle a voulu faciliter cet acheminement-là parce que son objectif, c'est de pouvoir globaliser cet éco-là à tous les 15 pays de la sous-région. Alors, moi, ma question est de savoir ce que pense le Nigeria, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que disent le Nigeria, le Ghana, ces pays-là qui ont un poids économique? Parce qu'en vrai, moi, je limite le challenge entre plutôt, tu vois, parce que dans la CEDEAO et dans le CFA, on ne va pas dire que tu l'as dit, hein. Ça, quand tu lis le projet de loi, tu vois que c'est la France qui entérine, qui marque un coup d'arrêt au CFA. Donc, si c'est elle qui marque le coup d'arrêt au CFA, ça veut dire que le CFA était en quelque sorte sous son contrôle à elle. Tu vois, même s'il y avait une certaine possibilité ou une certaine manière de gérer des pays africains, mais les grosses décisions qui l'incombent sont prises par la France. Donc voilà. Et je voulais éventuellement parler aussi par rapport à la question de l'éco. Alors, tu as dit, est-ce que l'éco, on peut considérer que c'est le nôtre? C'est ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le nôtre? Moi, on peut pas. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le nôtre dans la mesure où ce n'est pas nous qui annonçons sa naissance? Parce que c'est celui c'est le père qui annonce qui fait le baptême, le truc de sa fille. Ce n'est pas le voisin qui va prendre la fille et annoncer la naissance de l'enfant
aux autres. Donc, je pense que voilà, cette question-là n'a pas été discutée et cela montre clairement le mépris de nos dirigeants vis-à-vis de leur population. Et c'est quelque chose qu'on décrit depuis bien longtemps et ça ne change pas. Alors, est-ce que ça ne change pas parce que derrière, il y aura des pressions ou est-ce que ça ne change pas parce que nos dirigeants ne sont pas dans cette où ils voudraient avoir leur propre monnaie et ils préfèrent gérer avec la France. Mais si c'est le cas, il faudrait éventuellement voir dans quelle mesure est-ce que cette monnaie-là nous permet à tous de pouvoir mieux vivre. Voilà. Donc, il y a aussi une dernière question que je voulais soulever, qui est que cette monnaie-là, par exemple, qui a été entérinée, qui a été annoncée par la France Léco, il y a dans le projet de loi, il y a une partie qui parle on appelle ça déjà, attends, je l'ai noté quelque part dans un instant, du CPM, c'est le comité politique monétaire. Voilà, c'est le comité politique monétaire. Dans ce comité politique monétaire, il est dit qu'une personne sera désignée, une personne compétente, ayant des compétences dans le domaine monétaire et une personne qui soit qualifiée et reconnue sur le plan international, qui sera nominée et qui participera aux différentes décisions ou aux différentes délibérations qui seront faites au sein de ce comité de politique monétaire. Alors, moi, cette personne-là, par exemple, elle sera nommée par le ministre, la réunion des ministres de l'UEMOA, c'est-à-dire une réunion des ministres des différents pays d'Afrique qui vont désigner une personne intitulée personnée, c'est ce qu'ils ont mis dans le document, et qui sera présente lors des délibérations. Après, en qualité de qui, en qualité de quoi, pour faire quoi ou pour faire qui, ce n'est pas assez précisé. Et le détail que je voulais soulever ici, c'est que cette personne-là, elle sera désignée avec l'acte, parce que c'est marqué dans le document que la France éventuellement interviendra à ce moment-là précisément pour conseiller par rapport à la personne qui sera désignée. Et elle justifie cela par le fait qu'elle aimerait éventuellement avoir un regard sur ce qui se fait, du fait qu'elle est garante de cette monnaie-là. Donc, c'est une manière éventuellement de se poser aussi des questions pour savoir est-ce que cette personne qui est là, est-ce que elle ne représente pas forcément la France, parce que la France, il ne faut pas se le cacher. Elle a un poids politique et un poids qui font qu'elle elle est en position de pouvoir imposer des choses à ces pays d'Afrique-là. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que son mot à dire par rapport à la personne qui sera choisie ne sera pas une manière d'avoir aussi toujours un regard dans ce qui se fait dans la politique monétaire de ces pays d'Afrique-là? Donc voilà. À part ça, j'aimerais juste souligner aussi que elle a donné aussi une deuxième possibilité de pouvoir faire introduire quelqu'un qui vienne de chez elle, c'est-à-dire quand il y a une crise, je crois une crise majeure, la France a l'obligation éventuellement ou la possibilité de pouvoir nommer quelqu'un qui puisse intervenir dans la politique monétaire des pays d'Afrique parce qu'elle estime qu'en cas de crise, elle a la possibilité de pouvoir éventuellement avoir un regard sur ce qui se fait parce qu'elle est en position de garante. Donc voilà. Donc les garanties qui sont données, les garanties qu'elle veut faire sont basées sur quoi? Ce n'est pas éventuellement détaillé, même si il a été marqué, si je ne me trompe, que ces garanties sont dans un document complémentaire. Attends, si je ne me trompe pas, elle parlait de tests subordonnés, des conventions de garantie. Voilà. Elle a parlé de tests subordonnés. Et ces tests subordonnés-là sont en quelque sorte, on va dire, des avenants au projet de loi qui contiennent les conventions de garantie et d'autres choses. Donc voilà, il serait intéressant d'aller regarder cette convention de garantie et voir exactement sur quoi est-ce que la France base cette garantie-là. Elle garantit notre argent par rapport à quoi? Est-ce que le fait qu'on déplace nos fonds de la Banque centrale européenne, la Banque française ici, vers une autre destination, n'est pas juste un changement de façade, parce que cet argent peut toujours servir de garantie, peu importe le compte dans lequel il est, tu vois. Le plus important serait que cet argent soit déposé dans un compte précis, peu importe l'endroit, et servir de garantie pour la France. Donc voilà, on aimerait bien savoir ce qu'il en est de ces garanties-là. Alors, est-ce qu'il peut expliquer que les pays de la zone UEMOA soient plus
en train à faire leur chemin seul, parce que moi, c'est ce que j'appelle faire son chemin seul vis-à-vis des autres pays comme le Ghana et le Nigeria. Ont-ils peur de se retrouver dans un cercle où leur économie serait, où l'économie de la zone serait dirigée par ces deux puissances en devenir, ou c'est toujours le problème de la décolonisation non aboutie qui nous met encore dans cette situation? Parce que moi, pendant longtemps, je n'ai pas compris. J'estimais que voilà, ce serait comme ça devrait être plus facile de discuter avec le Nigeria et le Ghana qui ont tous les deux chacun leur monnaie, d'embarquer avec eux dans leur système monétaire et après, maintenant, ensemble, voir dans quelle mesure changer de nom ou choisir une monnaie commune pour la zone. Mais aujourd'hui, maintenant, euh, on a saboté l'écho parce que ce n'est pas du tout l'écho qu'on on a commencé par nous annoncer. Mhm. Tout ça qu'on a aujourd'hui. Mhm. Le Nigeria a crié garde la dernière fois, mais après, juste là, 2 jours plus tard, le Nigeria n'a plus rien dit. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement des pays de la zone UEMOA de couper l'herbe sous le pied aux pays comme le Nigeria et le Ghana? Pour ne parler que d'eux, qui, encore que, si on doit se référer aux chiffres, ce sont les deux pays-là, principalement, qui sont les plus en forme économiquement dans la sous-région. Qu'est-ce qui peut expliquer? Alors, je pense avoir trouvé un début de solution. Je ne dis pas que c'est la réponse parfaite, mais je pense avoir trouvé un début de réponse à peu près. Alors, j'ai regardé une émission il n'y a pas longtemps sur YouTube. C'était une émission qui datait de 2014 où il y avait un débat entre des représentants politiques. Il y avait deux représentants politiques de la Côte d'Ivoire, un du parti du PDCI, un du parti du RDR, et il y avait le professeur Kobe Gomez qui est un historien, je ne sais pas si tu le connais, et qui était là et qui parlait au nom du parti du FPI. Mais il a plus fait un cours d'histoire qu'autre chose lors de ce débat. Donc voilà, pour revenir sur le sujet, c'est que le représentant du RDR, qui représentait le président actuel de la Côte d'Ivoire, le parti, M. Alassane Ouattara, il y a eu la question de la souveraineté qui s'est posée. Et ce représentant RDR disait que leur politique à eux, ce n'était pas une politique souverainiste. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la quête de cette souveraineté d'État et qu'ils préfèrent collaborer avec la France. Donc, voilà, donc c'est un apport de réponse parce que ça date quand même de 2014 où voilà, c'est un début de réponse, même si ce n'est pas la réponse entière. Après, si tu prends le problème sur un plan un peu plus global et que tu essaies d'analyser de manière géostratégique et que tu regardes les enjeux, et que tu regardes un peu ce qui se passe en France, dans les pays d'Europe et que tu regardes les confrontations qu'il y a un peu dans le monde en général, tu comprends facilement que ces pays de la zone EUMOA n'ont pas la liberté de gérer leur politique monétaire, en fait. Je pense que c'est plus cela, parce qu'ils n'ont pas cette liberté-là. Et est-ce qu'ils peuvent éventuellement s'y opposer? S'ils s'y opposaient, quelles sont les solutions alternatives qu'ils ont proposées? Parce que, personnellement, moi, je vois mal le président Talon dire qu'il veut quitter le CFA actuellement et s'en sortir. Parce que pour pouvoir quitter tout de suite, il aurait fallu qu'il ait planifié cela. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Même s'ils étaient tous dans une politique du CFA, il aurait fallu que, voilà, qu'ils le planifient pour que éventuellement ça puisse être quelque chose de palpable et de concret. Mais actuellement, dans le cas, dans, dans l'aspect des choses, actuellement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir le faire? Est-ce que nous avons la possibilité de pouvoir dire aujourd'hui que nous nous retirons de tout ce que la France fait éventuellement par rapport aux monnaies qu'elle nous impose et que nous voudrions éventuellement nous rapprocher et nous autodéterminer? C'est des questions essentielles à poser. Parce que est-ce qu'on a cette liberté-là? Si on a cette liberté-là, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et si on ne le fait pas, quelles sont les raisons qui nous empêchent de le faire? C'est soit on a cette liberté ou soit on n'en a pas. Et si on a cette liberté-là, quelles sont les raisons qu'on les expose et qu'ensemble, avec les jeunes, avec la qu'on puisse travailler à ces questions-là et sortir de ce carcan
qui nous empêche de pouvoir rêver grand, de rêver grand. Parce que comme tu l'as souligné, c'est très important que le Nigeria et le Ghana, qui sont des pays voisins, hein, même s'il y a le Togo entre nous et le Ghana, mais ça reste quand même des pays assez proches et qui ont un poids économique assez important. Le Nigeria, même si on dit que c'est le géant au pied d'argile, ça reste quand même que ça reste un géant. Donc ce géant-là, juste à côté de nous, on ne partage pas juste des frontières, On partage les on cultures. partage beaucoup de choses. Voilà, on partage les cultures et ça ne pourrait être que, et même de manière naturelle, il y a des échanges commerciaux qui se font. Donc, ce qui fait que il serait d'autant plus facile pour nous si éventuellement on avait une politique commune qui allait dans ce sens pour ce qui est de la monnaie. Après, pourquoi est-ce que ces pays de la zone française ne font pas comme leurs voisins anglais? D'autres te diront que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas peut-être les mêmes capacités économiques, les mêmes ressources naturelles, comme le Nigeria avec le pétrole ou le Ghana avec l'or et tout ça. Et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se, se, se rêver une politique. Donc voilà. Donc je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont à prendre en compte. L'enjeu géostratégique, l'enjeu politique, l'enjeu sécuritaire, parce que pour pouvoir prendre les décisions et les assumer, il faut éventuellement que tu puisses faire face à toutes les tentatives qui pourront aller dans le sens de vouloir t'imposer ces décisions, de rejoindre la barque. Comme ça a été le cas dans l'histoire, on a eu plusieurs pays précédents qui, comme par exemple comme le président du Togo, comme le cas de la Guinée où il y a eu de l'argent qui a été injecté massivement dans le pays quand il a changé de monnaie pour pouvoir euh, mettre en avant l'inflation. Et le pays a subi une inflation énorme, ce qui a fait chuter son économie. Donc voilà, dans le coup, quand tu veux mener une politique souverainiste, il faut que tu puisses avoir les moyens de ta politique. Et je pense que c'est sur cette question-là, surtout, cette question-là, on l'oublie souvent. Est-ce que nous avons les moyens de notre politique? Et c'est parce qu'on aura beau avoir la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir en parler et revendiquer, mais il ne suffit pas de revendiquer, il faut derrière qu'on puisse assumer. Je pense que nous avons des chercheurs et des économistes assez brillants qui pourront éventuellement mettre cette question-là sur la table et le faire. Mais derrière, il faut que nos États soient en capacité de pouvoir maintenir cette position-là, quoi qu'il en coûte. Parce que voilà, c'est le jeu de la politique et c'est celle qu'on vit depuis déjà des décennies. Avec, avec ce qui se passe actuellement, où euh, tous les pays du monde connaissent une récession économique compte tenu de la pandémie, euh, les pays africains ont demandé comme mesure économique principale l'annulation de leurs dettes, ce qui tombe à pile dans la situation du franc CFA. Alors, si on doit annuler la dette, pourquoi ne pas en profiter pour stabiliser les économies? C'est-à-dire, moi, par exemple, vu que aujourd'hui on est en période pandémique où les économies souffrent, pourquoi est-ce que la nouvelle monnaie éco, vu qu'on doit nous retourner les dettes, est-ce que la nouvelle monnaie éco ne prendrait pas aussi, sa création ne prendrait pas aussi le pas ou l'initiative de, même si ce n'est pas pour égaler l'Europe, quand même de rejoindre cet écart qu'il y a entre les économies et qui dure depuis des années et des décennies. Qu'est-ce que ça coûte que, par exemple, un éco fasse simplement, c'est pas 0,50 euros? Qu'est-ce qui empêcherait cela? C'est une question comme un peu semblée euh, conne, mais moi, c'est quelque chose qui me fait réfléchir. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'un euro ne voudrait pas égaler 0, un écho ne voudrait pas être égal à, ne pourrait pas être égal à 0,50 euros ou 0,40 dollars. Enfin, un peu plus de justice monétaire, c'est ce que moi j'appellerais. Pourquoi?
est-ce qu'on peut, la justice monétaire, on peut parler de justice monétaire là? Je dirais parce que bon, tout est une question de mécanisme. Parce que pour que, tout à l'heure, tu as parlé, tu expliquais comment est-ce que le franc français a progressivement été dévalué dans nos pays et on est passé de 1 franc à actuellement 655 francs CFA. Donc, je pense que c'est tout un mécanisme qui a fait en sorte qu'on puisse en arriver là. Maintenant, est-ce que ces mécanismes qui ont permis ça, est-ce que les conditions dans lesquelles ça a été fait sont favorables pour qu'éventuellement on puisse penser à réévaluer? Parce que si ce serait bien de... Ça crache un peu. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui, oui. Donc voilà, donc je disais, donc, est-ce que les conditions sont favorables pour qu'on puisse évaluer cela? Donc c'est là où ce qu'il incombe aux pays africains ressort parce qu'il faut qu'eux sachent s'ils sont en capacité de pouvoir évaluer, mais réévaluer leur monnaie et la faire peser sur le plan international. Et je pense que c'est en cela qu'il faut qu'ils réfléchissent surtout et que nous, éventuellement, de notre petit regard, on puisse donner nos avis. Mais je pense pas que parce que le nom a changé et que les conditions administratives de la gestion de la monnaie ont changé, qu'au niveau des taux, c'est la preuve que le taux reste inchangé. Hein. C'est ce qui a été dit dans le projet de loi et ce qui a été dit aussi éventuellement par... En attendant, le taux reste inchangé en attendant. Alors, donc, je disais que le taux reste inchangé pour le moment, parce que au vu de la crise financière qui s'annonce, dont tout le monde parle, on ne sait pas quel pourra être l'impact de cette crise-là, d'autant que si nos souvenirs sont bons, c'est dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions de crise internationale mondiale qu'on a subi une dévaluation voilà, en 96. Donc, je pense que ce n'est que momentané. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça ne va pas changer? Seul l'avenir nous le dira. Mais tout laisse à croire qu'une dévaluation puisse intervenir éventuellement si c'est que cette crise impacte vraiment ce qui est de l'euro. On a un petit problème de son là tout au long de ce truc. Une dernière question pour fermer ce panel sur la monnaie. La monnaie. Alors, le franc CFA, c'est fini. Selon toi, est-ce que c'est vraiment fini ou le tour de magie a été bien réussi? Non, bon, si, on peut dire que c'est fini, littéralement, si on doit rester cohérent. Littéralement, le CFA, c'est fini. Dans l'appellation, on ne dira plus CFA, on dira éco. Après, ce n'est pas parce qu'on change de verre que le contenu a changé. Tu peux beau avoir un verre en plastique ou en céramique, peu importe, tant que le contenu peut rester le même. Donc, je pense que c'est ce contenu rester et si tu nécessaire et éventuellement se battre pour que les décisions ou ce à quoi nous aspirons puissent être respectées sur les acteurs sur lesquels il faut mettre les pressions. Sur les acteurs, est-ce que la pression doit être mise sur la France qui actuellement n'est que garante, tu vois, elle n'est plus que garante administrativement, elle n'est plus que garante. Est-ce que nous devons mettre la pression sur nos chefs d'État afin que nous puissions leur faire part des projets d'ailleurs qu'ils connaissent, hein, des ambitions à s'autodéterminer financièrement, à avoir les moyens et les capacités nécessaires et financières de pouvoir financer les rêves de devenir des grandes puissances. Et voilà quoi. Donc je pense que sur cette question-là,
le CFA ça va rester un nom qu'on n'utilisera plus. Ce sera désormais l'écho. Et moi, mon souhait est que cette monnaie ne soit pas dévaluée. Parce que si elle est dévaluée, je crains le pire sur les économies. Parce que quand tu vois à peu près le pouvoir d'achat des populations qui a été drastiquement affaibli par la crise du Covid, par les différentes restrictions qu'il y a eu au niveau des déplacements. Parce que bon, je ne vais pas parler du confinement en Afrique, hein, parce qu'il n'y a pas forcément eu de confinement partout. Par exemple, au niveau du Bénin, il y a plus eu le cordon sanitaire. Et voilà, je peux parler du confinement. Donc, ce qui fait que les gens vaquaient à leurs occupations. Mais après, tout le monde ne vaquait pas à son occupation. Et tu sais que c'est tout un ensemble de chaînes. Autant celui qui a sa boutique ou qui a son kiosque ou sa boîte de son petit bar, l'argent qu'il va générer va éventuellement intervenir dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple la boulangère, comme par exemple aussi, comme par exemple ça. Donc, quand il y a un maillon de la chaîne qui est rompu, forcément, ça va impacter sur tout le reste. Donc voilà, donc c'est en cela que je parle, en tenant compte aussi des problèmes et aussi des conditions ou de la manière dont la crise a été gérée au niveau du Bénin, par exemple. Donc, voilà. Donc, la crise à venir, elle est devant là, elle est là. Donc, tout le monde en parle. Bon, moi, je ne la vois pas encore, hein, même s'il y a des milliards qui sont votés tous les jours où on voudrait avoir des milliards pour compenser une récession et tout ça. J'espère juste que tout cet argent qu'ils veulent nous prêter ne sera pas une nouvelle manière de nous endetter et que le pourcentage auquel on va prêter cet argent ne va pas gonfler ou ne va pas tripler euh, au moment où la crise va intervenir. Voilà. Donc, c'est ces choses-là je pense, qui sont nécessaires, sur lesquelles il est important d'attirer l'attention. Et voilà. Euh, Parlant de crise, et c'est un très bon créneau de transmission, de transition, pas de transmission, de transition pour atteindre de ce que notre discussion d'aujourd'hui qui est le COVID-19 qui sévit personnellement, j'ai dit depuis 6 mois parce que ça a commencé depuis décembre à Yuan, qui continue. Pour le moment, dans certaines régions, on procède déjà au déconfinement. À Montréal, où j'habite, le déconfinement va commencer lundi, je pense. Peu à peu, c'est pas encore vraiment le déconfinement, mais ils vont lâcher un peu de laisse pour certaines activités. Oui. Moi, après le premier cas de COVID-19 détecté en Chine à Yuan, après le confinement de près de la moitié de la planète, après l'arrêt de toutes les activités économiques, de toutes les activités sociales, culturelles et j'en passe, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, bon, le Covid-19, comme tu as su faire la transition, c'est un problème majeur, un problème mondial actuellement où tous les pays sont impactés, que ce soit les pays d'Afrique, de l'Europe, des Amériques, un peu partout, tout le monde est impacté. Et cela a engendré le blocage de beaucoup d'activités un peu partout dans le monde. Après, après 6 mois de vécu par rapport à cette maladie-là, qu'est-ce qu'on pourrait en dire si ce n'est de faire un bilan des différents aspects de cette crise-là? Comment est-ce qu'elle a démarré? Comment est-ce on l'a gérée? Qu'est-ce qu'on en sait de la bactérie? Quels sont les moyens disponibles pour pouvoir la combattre et faire en sorte on ne puisse plus euh, la vivre ou éventuellement l'éradiquer, qu'on puisse éventuellement l'éradiquer. Donc, voilà, donc c'est un bilan en quelque sorte qui serait, comme tu le dis, qui serait bien de faire après 6 mois. Donc,
je ne sais pas si je peux continuer directement sur le sujet. Donc, voilà, donc j'ai pu observer il n'y a pas longtemps une émission sur LCI ici en France. Parce que comme tu sais, ici, nous aussi, on a été confinés pendant près de 2 mois. Et depuis le 11 dernier, on est déconfinés. Donc, on a un déconfinement progressif qui nous donne la possibilité de pouvoir nous déplacer sur un périmètre de 100 km, sur 100 km à peu près, sans avoir besoin d'autorisation de sortie. Parce qu'avant, c'était le cas. Quand tu devais sortir de chez toi, tu devais avoir une autorisation. Donc là, maintenant, il y a eu il y a eu des allègements. Tu peux sortir, faire des activités normales. La seule condition est que tu puisses porter un masque dans les lieux publics comme dans les transports. Donc, sinon que dans la voie, sur la voie publique, tu n'es pas obligé de porter un masque. De porter un masque. Donc, voilà. Donc, on a cet allègement-là qui est fait. On a les écoles qui sont déjà ouvertes. On a des activités qui ont repris. Il y a certains restaurateurs qui ont rouvert et qui sont plus en mode livraison à domicile, tu vois, et qui sont en mode livraison à domicile, qui d'ailleurs, ce phénomène est d'ailleurs un très important qui, je pense, dans l'avenir va caractériser l'économie mondiale, la manière de procéder de beaucoup de sociétés. Et voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus quand on va avancer sur le sujet. Ok. Alors, euh, il y a eu beaucoup de controverses sur les traitements. Il y a eu le traitement du professeur Didier Raoult, celui du professeur Valentin Hagan. Et enfin, le remède, pas un traitement en tant que tel, mais le remède euh, sous forme de tisane du Madagascar. Euh, Mhm. Aujourd'hui, pratiquement plus d'un mois après même, après cette différentes découvertes, et pendant que nous sommes toujours en situation de crise vraiment majeure avec le monde, qu'attend l'OMS pour faire son travail, procéder à la vérification de ces différentes propositions de traitement et faire un choix de guérir le monde, selon toi? Après, bon, faire le choix de guérir le monde. Donc déjà, pour qu'elle puisse guérir, il faut qu'elle ait les moyens de guérir. Et ce qui permet de guérir surtout. Est-ce qu'elle a le remède pour guérir? Ben, il y a eu des propositions. L'OMS peut quand même, à défaut qu'on lui fournisse toutes les informations dès le départ, l'OMS peut se procurer ces traitements-là et faire. Enfin, ce n'est pas son. Ce n'est pas son. Alors, avant de m'attarder sur ta question plus précisément, je vais rappeler rapidement trois faits importants que je disais que j'avais regardé sur la chaîne LCI. Voilà, c'était trois choses qui ont été dites, trois faits marquants qui, ont, qui nous ont accompagnés hein, tout le long de cette crise-là, pendant ces 6 mois-là. Où, par exemple, tu avais le taux de létalité du Covid qui était de 3,5%. Le taux de létalité, c'est le taux de mortalité. Donc, c'était de 3,5%, ce qui avait été annoncé par l'OMS et qui, actuellement, est certifié à 0,57%. Ce qui fait que le taux de létalité a été multiplié par 10 à peu près. Voilà, le taux de létalité a été multiplié par 10 à peu près, ce qui a favorisé le déclenchement le critère de crise pandémique qui a permis à ce que toute la planète puisse être éventuellement mise en confinement. Bon, voilà, donc c'est un fait que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est passé sur France 2, où il y avait une journaliste qui en parlait et qui faisait un petit résumé éventuellement aussi de ce qu'on savait avant et de ce qu'on sait maintenant. Donc, elle a parlé de ce taux de létalité-là. Donc là, ça, c'est un fait, tu vois. Donc, il y a une évolution. Donc, voilà. Après, ensuite, il y a eu aussi les enfants qui sont des agents contaminateurs, des agents contaminants, c'est-à-dire que la maladie circule plus facilement avec les enfants du fait de leur agilité, même de leur facilité à toucher un peu partout. Donc, c'était dire que les enfants, ils étaient des vecteurs qu'il fallait obligatoirement mettre de côté pour empêcher éventuellement qu'ils puissent contaminer les personnes âgées. Donc, il a été avéré, il y a une étude qui a été faite par Santé publique France qui a révélé éventuellement que les enfants ne sont pas ou sont à très tôt ou à très, sont très peu
sont très peu en possibilité ou en capacité de pouvoir contaminer des personnes ou contaminer leurs entourages avec cette maladie-là. Parce que eux, ils n'ont fait pas analogie. C'est-à-dire quoi, qu'ils ont considéré que comme la grippe, avec la grippe, les enfants plus facilement le transmettre, que ce serait éventuellement aussi le cas pour ce virus-là. Donc, du coup, ils ont procédé par analogie et ils sont arrivés à cette conclusion-là. Mais aujourd'hui, il a été démontré par des recherches qui ont été faites par Santé publique France, comme je l'ai dit, que ce n'est pas du tout le cas et que si c'était le cas, c'était vraiment un taux. Donc, le troisième, c'est COVID-19 vis-à-vis de la chaleur et du soleil. Donc, ce fait-là, par exemple, aussi aujourd'hui, est attesté, où avant, pendant cette période de Covid, où beaucoup de personnes disaient que c'était illusoire de penser que la chaleur pouvait intervenir ou agir sur le virus. Mais des études américaines ont montré récemment qu'au fur et à mesure que l'humidité est élevé et que le degré de chaleur aussi est élevé, que cela agit sur le virus et réduit considérablement sa durée de vie sur les supports, que ce soit sur les portes, que ce soit sur, sur on appelle ça, les poignées de porte et sur les murs et sur les, voilà, toutes les barres. En fonction de la zone géographique et aussi en fonction de la météo, que le virus avait moins de possibilités de vie. Donc, ce qui fait que cela s'expliquait factuellement par la disparité qu'il y avait entre le nombre de décès et de contaminés en Afrique et en Europe. Ils en sont arrivés à la même conclusion aussi. Ils l'ont dit dans l'émission que j'ai suivie. Si tu veux, je vais te l'envoyer après, tu vas regarder. Donc voilà, donc ce sont quand même trois facteurs importants qui avaient été discutés tout au long de ces 6 mois-là et aujourd'hui qui sont complètement différents et voilà, qui ont donné tout leur secret. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on est en capacité de dire que voilà, on a ces informations-là, mais on n'a pas la totalité des informations. Parce que bon, voilà, la provenance du virus, là, même s'il est dit que ça vient du pangolin ou que c'est naturel, c'est des choses aussi, c'est des questions que les gens se posent toujours. Et aussi sur la véracité des médicaments et des produits qui sont utilisés actuellement. Madagascar en a fait la preuve où actuellement on peut factuellement approuver que sa méthode marche parce que c'est factuel, parce qu'on n'a pas les preuves de vérifier si le produit qu'elle utilise agit réellement, parce que je pense que bon, on n'est pas docteur ou chercheur pour pouvoir le vérifier, mais bon, on peut faire suffisamment les faire confiance. Mais factuellement, on observe que c'est quelque chose qui a un impact parce qu'elle n'a pas de contaminé. Elle a des contaminés, mais elle n'a plus de tout de cas. Et les personnes qui sont contaminées, si je ne me trompe pas, sont en voie de guérison ou le sont déjà quasiment totalement. Donc, je n'ai pas l'information précise, mais je pense qu'en tout cas, c'est qui est sûr au niveau de Madagascar, les choses s'améliorent. Donc, pour ce qui est de la pipirine, je suppose que tu as dû suivre avec moi l'émission où on a eu le ministre des Finances, on a eu le ministre de la Santé et aussi le DIRCOM de la présidence, par exemple, où monsieur Rumbedi, hein, c'est bien ça, il s'appelle Rumbedi, hein, c'est ça, hein. Bon, voilà, bref, voilà, le DIRCOM. Donc, s'est imposé, qui a répondu à la question sur la pévirine à la place du ministre, ministre de la Santé. Moi, personnellement, ça m'a d'abord surpris que ce soit lui qui réponde, un communicant qui réponde à la place d'un sachant sur la question. Excuse-moi de te couper là. Moi, personnellement, quand même, sur le sujet là, c'était, oui, il aurait fallu que ce soit le ministre qui répond, mais ce n'est pas non plus mauvais que ce soit le directeur de communication de la présidence qui réponde parce que en dehors d'être un sujet qu'on appelle d'autres sanitaires, c'est pratiquement un sujet politique. Maintenant, le problème, c'est récupérer un sujet politique
et ne pas pouvoir bien l'utiliser politiquement. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Moi, ce qui m'a gêné, ce qui m'a gêné le plus, ce qui m'a gêné le plus, ce n'est pas tant le fait que ce soit lui qui ait répondu, mais c'est qu'il ait fait preuve d'argument d'autorité en disant de qu'on appelle ça, de manière catégorique, que la Pédurine n'avait pas montré ses preuves, n'avait pas fait ses preuves. Donc, quand, en tant que communicant, tu te mets en posture de sachant sur la question, une question qui relève de la médecine ou qui relève du domaine du ministre de la Santé, éventuellement, ou des personnes compétentes en la matière. Moi, personnellement, je me pose des questions. Parce que je me dis, certes, ça reste un sujet politique, mais si tant est qu'il a voulu brosser ou il a voulu éventuellement embellir la chose pour que ça ne fasse pas polémique lors de cette émission-là, il aurait pu tout simplement se limiter à, à faire patienter les gens et à avoir la même attitude, par exemple, que le professeur Agon, qui n'a jamais cessé de dire que le gouvernement le soutient dans son action, qu'il est tout le temps en contact avec sa ministre de tutelle. Je pense que c'est plus de la diplomatie parce que la réalité est autre, parce que sur le terrain, on voit que c'est pas c'est carrément autre chose. Mais lui, il est plus dans cette attitude diplomatique où il ne veut pas rentrer en conflit direct avec les gouvernants et préfère voilà, que les choses viennent d'elles-mêmes. Bon, le ministre, le directeur, il a parlé, il a dit ça, mais qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce qu'ils ont testé le produit? Est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont parlé de protocole. Je sais pas si tu te rappelles où, au début de la crise, le ministre de la Santé avait parlé des différents protocoles qui allaient être mis en place pour le traitement des personnes infectées, où ils ont parlé de la chloroquine et ils ont parlé aussi de la pivirine qui allait être fait en collaboration éventuellement avec le Burkina, où ils allaient mettre en place des, un comité et aussi voilà, faire, comment il y a un terme technique qu'ils utilisent. Stéphane, mon cher ami Stéphane, on a passé une merveilleuse soirée de discussion. Je crains que le temps qu'on avait choisi pour mener cette discussion, le CFA qui était le problème principal a bouffé une majorité de ce temps et le Covid-19 n'en aura pas gagné assez pour Oui. le décortique de peur que voilà, les auditeurs, les webstaters, ouais, je viens de le dire, les webstaters, euh, l'énergie pour tout suivre. Mais voilà, je pense qu'on doit revenir dans un deuxième numéro où on doit essayer de replanifier une rencontre où on va parler encore plus en profondeur du Covid-19 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tout comme la dernière fois, j'étais totalement choqué. Et comme le dirait quelqu'un, j'ai failli tomber sur le C astérisque L. Quand j'ai appris genre, on est passé de 300 et quelques cas à 109 cas avec pour raison que on a fait un travail pour déterminer le plus grand nombre de cas possible. C'est-à-dire que on est dans une situation où voilà, on se dit où est le virus, où est le virus. Et voilà que le Bénin, de par son système sanitaire, fait un travail qui permet de détecter les gens qui sont déjà totalement infectés et les gens qui ont été, d'après le ministre de la Santé, à coup sûr en contact avec le virus. Et que dit l'OMS? L'OMS dit non, nous voulons juste les gens qui sont infectés. Alors, quand on veut chercher une solution à une crise sanitaire et on prend ainsi comme le fait l'OMS, moi, je pense que personnellement, c'est mon avis, il n'y a plus rien à attendre de cette organisation et qui ne fait que accumuler les cas et tout depuis décembre. Ceci dit, je vais te mettre quelques mots pour conclure Pour clore la soirée. et après je vais éteindre le bal. D'accord. Alors, bon, je vais reprendre rapidement sur ta dernière phrase où tu parlais de l'OMS. Pour ce qui est de l'OMS, je pense que en suivant l'argent, en suivant les financements qui sont faits à l'OMS,
on comprendra facilement sa politique dans la gestion des crises et dans l'application des protocoles sanitaires en fonction des différents pays là où elle officie. Mais pour ce qui est des 200 cas qui ont été enlevés au niveau du Bénin, si je ne me trompe pas, c'est par rapport aux tests qui ont été faits. Je crois qu'il y a le test TDR et le test PCR. Donc, je sais pas si il y a 200 cas qui n'ont pas été. Le PCR qui est validé par l'OMS parce que Pas c'est le même. des personnes infectées, alors que Oui. le TDR qui est un test beaucoup plus rapide permet de détecter des personnes en grippe infectées, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment malades. Elles ne sont pas vraiment malades du moins, mais quand même, on a la preuve que voilà, le virus, c'est comme si on a Des symptômes, c'est ça? même pas des symptômes, on a Des présomptions. voilà, des traces, des petites clés que le virus laisse sur son passage. Pas le TDR ou je ne sais pas trop comment il l'appelle, mais le PCR, c'est pour déterminer que, bon, voilà, cette personne a déjà le virus complètement ancré dans son organisme et il lui faut des soins. D'accord. Enfin, D'accord. Donc c'est le PCR, c'est le PCR qui est validé par l'OMS. Donc la différence se situe là. Alors est-ce que nos États, ils sont partis dans l'objectif de prendre tous les cas en considération? Je pense, hein, parce que je ne pense pas que ce soit dans l'objectif de flouer, même si beaucoup leur prêtent beaucoup de noms. Je ne pense pas que ce soit dans l'objectif de flouer. Et ce sera plus dans l'objectif, parce que c'est quelque chose qui est arrivé à la suite de l'augmentation des tests faits dans les différents secteurs, hein, comme pour les professeurs ou les maîtres et tout ça, aussi dans les différents corps de l'État. Donc, c'est ça qui a fait que le chiffre a augmenté et est passé à ce chiffre-là. Mais bon, est-ce que on doit leur en tenir rigueur ou est-ce qu'on doit en tenir rigueur par rapport à l'utilisation des tests? Qu'est-ce qui est fait précisément? Est-ce qu'on va plus accentuer sur les PCR ou que sur les TDR? Ou est-ce que les cas de TDR sont quand même traités ou est-ce qu'on les renvoie juste à la maison? Ou est-ce que il y a le traitement parce que moi, par exemple, il y a leur traitement dont ils ont parlé, le protocole, la prophylaxie, comment ils ont appelé ça là? La prophylaxie, voilà, la prophylaxie, autant pour moi, prophylaxie. C'est un protocole qui, je pense, ne nécessite pas de test parce que quand le ministre est intervenu lors de l'émission dont je te parlais tout à l'heure, il ne parlait pas de tester les femmes qui travaillent au niveau de l'OMEL, de l'hôpital l'OMEL pour pouvoir être en capacité de pouvoir affronter la vague de personnes qui vont venir au vu du fait que nous soyons dans la période la saison des pluies, où il y aura beaucoup de personnes qui sont peut-être infectées éventuellement par le paludisme. Et comment est-ce que ces personnes pourront être en capacité de pouvoir accueillir ce monde-là et accueillir aussi des personnes dans les hôpitaux si ils ne sont pas en bonne santé. Donc, ils ont traité tout le monde à la chloroquine. Est-ce qu'ils ont fait des tests pour savoir si ces personnes qui sont potentiellement contaminées par des personnes infectées sont infectées réellement ou pas? Non, ils les ont traités directement. Donc voilà, donc du coup, c'est là où tu te dis, bon, pour le test TDR sert spécifiquement à quoi, si tant est que nous avons un protocole de prophylaxie qui traite sans pour autant prendre en compte mais juste la suspicion d'être contaminé, parce que tu es en contact avec quelqu'un qui est dans le cas, qui est contaminé et tout ça. Donc, c'est un petit flottement qui, je pense, va être corrigé et qui ne devrait pas nous alarmer. Nous alarmer. Après, espérons que les choses se fassent assez rapidement et que au niveau des traitements, que les gens puissent trouver satisfaction. Parce que nous avons quand même déploré trois morts et je voudrais ici rendre un hommage à ces personnes-là qui sont décédées, saluer leur mémoire et montrer toute ma compassion et tout mon soutien à la famille de cette personne-là qui ne croit pas enterrer leur corps, leurs proches, je pense. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon. eh ben, merci beaucoup Stéphane. Je rappelle Stéphane Gomez depuis Montpellier, Depuis Montpellier, France, oui. France, président de
l'Association des Béninois de Montpellier, président, chef d'entreprise. Le nom de l'entreprise. C'est Urgence Artillerie. Pour tout ce qui est du dépannage dans le bâtiment et tout ça. Plomberie, serrurerie et tout à faire dans le bâtiment. En dehors de cela, mon domaine de compétence, c'est la communication. Je suis consultant en stratégie de communication et marketing. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et parfait. Ce fut une très belle soirée d'entretien et vivement qu'on remette cela. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez connectés à Mosaic TV. Rejoignez l'expérience TV qui sera totalement unique comme promis. Merci. Merci bien à toi aussi.